Alors, tout le monde a une idée de ce qu'est l'autisme et en même temps, personne ne pense à la même chose. C'est une des choses qui nous a motivés à faire ce petit ouvrage. Déjà, c'est pas une maladie. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Vous pouvez pas faire une prise de sang et obtenir un diagnostic d'autisme et pour cette même raison, vous n'allez pas avoir de médicaments pour, entre guillemets, guérir de l'autisme. Euh, le point qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui, c'est que l'autisme semble regrouper un ensemble de tendances comportementales qui vont se retrouver à des degrés divers chez tout un tas d'individus. Alors parmi ces tendances comportementales, on va retrouver notamment des difficultés à nouer des relations sociales, à être dans l'interaction avec autrui, et aussi parfois une hyperfocalisation sur certains centres d'intérêt, ou en tout cas une hyperspécialisation des personnes sur quelques centres d'intérêt restreints. Et ce qui est difficile avec cette caractérisation, vous le sentez peut-être, c'est qu'il y a ces tendances, elles peuvent se retrouver chez énormément de personnes en fait. Quand on dit que c'est des tendances à des degrés divers, vous allez pouvoir les retrouver chez tout un tas d'individus, y compris des individus que spontanément vous n'allez pas percevoir comme autisme. Et derrière ce constat, il y a eu un ensemble de questions qui agitent beaucoup la communauté scientifique aujourd'hui, à savoir quelle est la bonne échelle de diagnostic. Aujourd'hui, il y a tout un débat, notamment pour savoir si on ne diagnostique pas trop l'autisme, s'il n'y a pas des personnes qui, voilà, juste parce que elles ont des centres d'intérêt restreints, vont être taxées de comportement autistique, alors qu'en fait, on est beaucoup à avoir des centres d'intérêt assez spécialisés. Et à l'inverse, vous avez d'autres personnes, d'autres scientifiques qui considèrent que on n'a pas encore assez conscience de la prévalence de l'autisme, de tendances autistiques chez tout un tas de personnes qui seraient aujourd'hui de ce fait non diagnostiquées. Et c'est un des débats qu'on aborde dans cet ouvrage. On voit bien que dans les débats qui entourent l'autisme, il y a des questions fondamentales qui reviennent. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça évolue? D'où ça vient? Pourquoi ça existe? Et alors, la médecine et la psychiatrie ou autres apportent évidemment des éléments de réflexion extrêmement précieux à ces questions, mais elles ne sont pas équipées pour répondre aux questions les plus fondamentales, comme peuvent l'être l'histoire, la philosophie, la sociologie, la linguistique. Donc, les sciences humaines vont avoir un rôle de mise en perspective et de remise en question des notions traditionnellement mobilisées dans ce débat. L'histoire va par exemple nous apprendre comment la notion d'autisme a émergé au début du XXe siècle, de quelle tendance elle est l'héritage, comment est-ce qu'elle a changé, comment est-ce qu'elle s'est transformée au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. La philosophie va par exemple amener des questions fondamentales sur le normal et le pathologique, et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce que la différence, est-ce que la différence est-ce que le handicap est toujours un handicap ou est-ce que c'est pas simplement une différence mal acceptée dans la société. La sociologie typiquement va nous aider à mieux prendre conscience et faire un état des lieux des structures qui rendent compliqué la vie des personnes autistes en France ou ailleurs. La linguistique va permettre de mieux comprendre quels sont les troubles du langage qui peuvent être associés à l'autisme, ou quel est tout simplement le développement du langage, comment il se passe chez une personne autiste. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là auxquelles les sciences humaines, de manière générale, vont pouvoir réfléchir et tenter d'élaborer des éléments de réponse.